Oui, je vous ai mis de l'eau, c'est pour vous rafraîchir. Je vais pas vous mettre un feu de bois quand même avec de la neige et de la pluie. Même si je me dis que ça vous rafraîchirait. Alors, l'histoire d'aujourd'hui n'est pas une histoire crépie. C'est une jolie histoire qui s'appelle Le club de lecture de la rue Sora. Ah, vous êtes bien baigné, c'est très bien alors. Si nous avons vraiment beaucoup de chance, cela arrive une ou deux fois dans une vie. Un livre tombe entre nos mains, portant exactement le bon message au moment même où nous en avons le besoin. Un message qui nous aide à trouver le courage de faire les changements nécessaires pour nous épanouir. Un aperçu qui nous aide à dépasser une manière d'être ne, qui ne nous est plus bénéfique. Une révélation qui nous ouvre les yeux sur une réalité différente que nous n'aurions jamais imaginée, mais qui était pourtant là depuis le début dans les personnes et les lieux qui nous entourent et les liens que nous ressentons dans notre cœur. Ce matin-là, alors que elle parcourait les étagères de la section biographie du plaisir de lire, Jenny n'avait aucune idée qu'une chose inhabituelle était sur le point de se produire, et celle-ci s'apprêtait à déclencher une suite d'événements qui allait changer de, de la manière la plus extraordinaire possible sa propre vie et celle de trois amis très proches. Ce qu'elle savait, c'est que c'était à son tour de choisir le livre pour la prochaine réunion du club de lecture. Et elle galérait. Elle avait déjà passé plus d'une demi-heure à parcourir les rayons des nouveautés ainsi que les meilleures ventes. Elle se trouvait maintenant devant la non-fiction et ses yeux s'arrêtèrent un instant sur la couverture de Vie et sagesse de Lama Lotsaya. Elle n'avait jamais entendu parler de ce lama. En particulier, la photographie était celle d'un moine au visage aimable mais inconnu. Et uniquement parce qu'elle était désespérée, elle le prit dans ses mains. D'après la quatrième de couverture, Lama Lotsawa avait été un moine tibétain poussé à l'exil en 1959. Une fois en sécurité en Inde, il avait créé un sanctuaire pour aider à prendre soin des jeunes moines et nonnes, dont beaucoup n'étaient encore que des enfants, qui avaient également été poursuivis par l'armée rouge le long des cols dangereux de l'Himalaya. Certains lamas, les plus célèbres en Occident, avaient à une certaine époque été pris en charge par Lama Lotsawa. En le feuilletant, Jenny s'aperçut que le livre contenait des récits ainsi que des enseignements. Il y avait des photographies en noir et blanc poignantes de ses premiers jours en Inde, notamment des versions jeunes de Lama, qui étaient devenues par la suite bien connues en Occident. Sur un coup de tête, elle décida d'acheter le livre pour le club. Elle s'empara des 4 exemplaires restant sur l'étagère. Alors, le titre du chapitre, c'est celle qui parlait avec les chats. L'ouvrage fera l'affaire, selon elle, pour une prochaine réunion. Le livre du mois n'était plus un sujet de discussion aussi important que par le passé. Le club de lecture de la rue Serra était beaucoup moins centré sur les livres et beaucoup plus sur les gens ces derniers temps. Le club existait depuis près de 20 ans, le nombre de ses membres augmentant ou diminuant au fil des mariages, des grossesses et des divorces. À son apogée, il y a environ 3 ans, ils avaient 8 membres réguliers. Pendant tout ce temps, les 4 femmes qui l'avaient créé étaient restées au cœur du projet. Et tout comme le passage du temps ne semblait guère changer,
la manière dont chacune considérait les autres. Il leur avait aussi laissé toujours aussi forte cette sensation d'émerveillement à l'idée qu'elles s'entendaient toujours si bien, même si elles n'avaient absolument rien en commun, à part le club de lecture. Et leur âge, 58 ans et chaque année un de plus. Inès, une violoniste qui jouait dans l'orchestre, était élancée, brune et tumultueuse, ce que les autres mettaient sur le compte de ces jeunes Italiens. Fille perpétuellement débraillée, était professeure de langue à l'université du coin et ne manquait jamais de relever au moins une ou deux erreurs de copie, et parfois bien plus, étonnamment, dans tous les livres qu'elle lisait. Elle taquinait Michel parce qu'elle était une de ces femmes qui déjeunaient à l'extérieur, épouse d'un fabricant de meubles de jardin prospère, ses cheveux blonds, son maquillage et ses vêtements toujours impeccables. Jenny était la seule membre du club à être célibataire, son mari grec étant décédé d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt. Femme maternelle au visage bienveillant. Elle vivait plutôt bien grâce à l'assurance vie de Grec et pouvait se permettre de passer plusieurs jours par semaine dans un centre de soins palliatifs voisin où elle travaillait comme visiteuse bénévole, généralement accompagnée de son très apprécié Golden Retriever, Barry. Encore un truc tibétain. Fille mit ses lunettes pour inspecter son exemplaire de Vie et sagesse de Lama le Tsawa, à la réunion de lecture la semaine suivante. Ça faisait longtemps. Ça change un peu des polars, observa Michel. Vous vous souvenez, comme nous étions sérieuses au début? Inès se leva de la table de la salle à manger de Jenny pour verser de généreuses doses de Tempranillo dans leur verre à toutes. Le club de lecture des chercheuses en spiritualité. Jenny leur rappela le nom qu'elle s'était donné à l'origine avant de décider que c'était trop prétentieux. À cette époque lointaine, au tout début, presque tous les livres qu'elles avaient choisis provenaient des sections esprit corps mental ou bouddhisme tibétain des librairies locales. Nous méditions au début de nos réunions. Ça me manque, soupira Inès. Nous avions prévu de rédiger une critique écrite de chaque livre que nous lisions. Tu te souviens, fille? Dit Jenny. Elle pensait toute que Fille était la plus organisée lorsqu'il s'agissait de documenter leur lecture. Nous pensions devenir si sages en lisant un livre par mois, pendant des années et des années. 20 ans plus tard, déclara Michel d'une voix aiguë, je me sens beaucoup plus sage. Je ne me sens pas beaucoup plus sage, excusez-moi. Je ne suis pas sûre que nous ayons une liste de tous les livres lus. Remercions le ciel pour la méthode Jenny. Elles tournèrent les yeux vers le mur du salon de Jenny, où Greg avait installé des étagères du sol au plafond. La méthode Jenny consistait tout simplement à placer chaque livre terminé à côté du précédent, ce qui donnait au bout du compte plus de 200 livres des plus récents jusqu'au tout dernier, L'art du bonheur. Je suppose qu'à mesure que d'autres personnes ont rejoint le club, ça s'est un peu élargi, remarqua Michel. À plus d'un titre, Fille caressa tristement son ventre alors qu'elle gloussait toute. Ces derniers mois, ces dernières années même, le club avait lu des romans policiers, des comédies romantiques, ponctuées de quelques périodes de choix plus littéraires. Mais ces derniers mois, il n'y a que nous, observa Inès. La vieille bande des quatre. Elles levèrent leur verre de vin et les entrechoquèrent. Envers et contre tout, s'éclamèrent-elles joyeusement, comme souvent, quand elles étaient juste entre elles. Même si je ne sais tout bonnement pas comment nous sommes retrouvés ensemble, annonça une fois de plus l'observation régulièrement faite. Une fois par mois, pour la soirée du club de lecture, elles avaient leur rituel. Michel passait prendre Fille
qui vivait dans une banlieue voisine. Sur le chemin du club, elle s'arrêtait chez Katmandou, un restaurant du plat à emporter népalais, pour leur commande habituelle. Fille y entrait pour chercher les repas et un câlin incontournable de Madame Tanzin, qui ne lui parlait pas anglais mais l'adorait, et qui insistait toujours pour qu'elle reparte avec un petit sac de chips aux crevettes en cadeau pour Barry, qu'elle appelait Dorge, oui, pour une raison incompréhensible. Puis elle roulait jusqu'à chez Jenny, qui habitait près de là. Inès, dont la famille travaillait dans le commerce du vin, arrivait avec des bouteilles de rouge ou de blanc, selon ce qu'elles avaient réussi à embarquer. Jenny s'occupait du café, du dessert et du lieu. Au début, elles avaient commencé par accueillir le club chacune leur tour. Mais c'était à peu près concentré sur la maison de Jenny, rue Serra, parce qu'elle sentait que c'était le bon endroit. La maison ressemblait beaucoup à Jenny, avec des capteurs de lumière sur les fenêtres, des carillons dans les arbres dehors et un grand portrait bleu de Bouddha sur le mur de la salle à manger, veillant sur elle. Les autres membres du groupe pensaient que Jenny était un peu surnaturelle. Si quelque chose de paranormal devait se produire, Fille se plaignait en riant, c'était comme si ça n'arriverait toujours qu'à Jenny. C'était une plainte qu'elle ne ferait bientôt plus jamais. 4 semaines plus tard, la veille de la nouvelle réunion du club de lecture, Michel était sur son canapé à la maison avec vie et sagesse de Lama Lotsawa. « C'est quoi ce mois-ci » demanda son mari, Glenn, levant les yeux du catalogue de meubles européens qu'il feuilletait à côté d'elle. Elle lui montra la couverture. « C'est bien ? Je le commence tout juste. » Pachotage de dernière minute, une expression faussement rayeuse sur le visage. « Je sais. » Elle haussa les épaules. « Mais regarde ça. » En survolant le livre, ce qui franchement était bien tout ce qu'elle en avait fait, elle s'était arrêtée sur l'une des séries de photographies en noir et blanc. L'une d'elles, en particulier, avait retenu son attention. Elle montrait 3 moines novices et un chien. 2 des novices avaient l'air d'avoir 11 ou 12 ans et leur sourire sur le cliché ne pouvait diminuer leurs expressions sincères. Le 3e avait l'air d'avoir 8 ans. Dans sa main gauche, il tenait un morceau de ficelle relié au collier du chien. Sa main droite était posée sur ta tête, qu'il regardait avec affection. « Terrier tibétain » observa Glenn. « Comment le sais-tu » Elle était surprise. « Signe distinctif » répondit-il. « Et ce ne sont pas vraiment des terriers. Les Européens qui les ont nommés ainsi se sont trompés. » C'est l'une des plus nombreuses fois où Michel était étonné par la culture générale de son mari. Mais ce ne fut pas le chien en particulier qui l'avait fait s'arrêter sur cette photographie. Il semblait y avoir quelque chose de si vulnérable chez ce petit groupe debout en robe et sandales et le petit qui aimait son chien. Sous la photo, la légende disait « Un groupe de moines novices sur le point de fuir Lhasa en 1959. En sandales et avec un chien, se dit Michel, avait-il seulement la moindre chance ?» Dans la banlieue voisine, Fille était aussi plongée dans la lecture de dernière minute, assise à la table à manger après le dîner. Tout comme Michel, elle fut frappée par la même photographie en noir et blanc. « Regarde ces 3-là, dit-elle, quand son conjoint Mike se dirigea vers la cuisine pour faire du café. Il étudia la date. 1959. Ils n'ont pas l'air équipés pour un quelconque voyage. Tu te demandes s'ils ont réussi. La vulnérabilité du trio accompagné de leur chien était presque palpable. C'était pour cette raison, pensa Fille, que la photo avait été choisie pour le livre. Mais il y en avait
autre chose au sujet de cette photo qui retenait son attention, une sensation inexplicable d'être lié à eux. C'est pas commun. Inès, elle aussi, avait eu cette impression. Même si une bande-son publicitaire avait englouti beaucoup de son temps, depuis la dernière réunion, cette photo des 3 moines novices la hantait aussi. Quant à Jenny, elle s'était sentie fortement attirée vers l'image des 3 novices, la fixant jusqu'à se retrouver presque les larmes émues. Peu avant l'aube, aux premières heures du jour précédant la lecture, réunion de club de lecture. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Peu avant l'heure, aux premières heures du jour précédant la prochaine réunion du club de lecture, les filles firent un rêve, le même rêve lucide. De surcroît, chacune savait que les autres le faisaient, car elles s'y trouvaient toutes ensemble à partager ce qui se passait aussi clairement que la réalité quotidienne. Elles étaient assises autour de la table chez Jenny et dans leur environnement familier quand un lama tibétain apparut dans le couloir. Le lama n'était pas une apparition fantomatique, mais il semblait de chair et de sang, tout comme elle, la soixantaine, en robe de moine, et dès qu'il arriva, les filles le reconnurent intuitivement. C'était le lama du livre. Il ne ressemblait pas exactement au moine dont la photo était en couverture, il en était comme une version plus jeune. Il se tenait avec le dos droit, sa présence en imposait. Alors qu'il se tournait pour les regarder, il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux qui les fit réagir instantanément. C'était tout simplement l'acceptation la plus compatissante qu'elles n'avaient jamais vue. Elles avaient l'impression qu'il les connaissait du tout au tout. Alors qu'il regardait chacune d'elles dans les yeux, inclinant la tête vers elle, il semblait reconnaître tout ce qu'il y avait de plus aimant et de plus pur dans leur cœur et le refléter de sorte qu'à cet instant, elles puissent entrevoir leur propre vraie nature, l'amour radieux et la paix de l'expérience les firent fondre. Quand il se détourna, les filles échangèrent des regards écarquillés. Un sablier de taille moyenne était apparu au centre de la pièce, le plus grand volume de sable doré contenu dans la sphère de verre supérieure, s'écoulant régulièrement vers le fond et prenant alors une couleur cendrée. Le lama se dirigea vers les étagères de grec et posa son index droit sur le dos du livre, L'Art du bonheur, leur tout premier choix de livre, avant de glisser son doigt le long de l'étagère sur chacun des titres du club. Son doigt continua à bouger régulièrement avant de s'arrêter sur un roman policier. Alors qu'il le toucha du bout du doigt, le livre se détacha tout à coup de l'étagère en dessinant un arc de cercle vers le sol derrière lui. Avant d'atteindre le sol, il s'était évaporé et avait disparu, ne laissant derrière lui qu'un espace vide dans la bibliothèque. Sur l'étagère du haut, il tapota très peu de livres, mais quand il atteignit la 2e étagère, il eut de plus en plus de suppressions. Les filles n'arrivaient pas à voir quel livre il rejetait exactement. Elles n'en avaient pas besoin. Étrangement, elles savaient que les livres qu'ils touchaient n'avaient rien à voir avec l'objectif premier de leur groupe. Ils n'avaient pas significativement contribué à leur développement spirituel. Comme le moine continuait, il atteignit les étagères où il toucha presque tous les livre après livre. L'espace se changeait en néant, laissant de larges brèches à leur place. Et comme c'est curieusement le cas dans les rêves, le temps prit la plus étrange des dimensions, si bien qu'une minute de temps ordinaire suffit pour ressentir le passage de 20 années. Dans le sablier, il y avait maintenant beaucoup plus de sable dans la sphère inférieure.
que dans la sphère supérieure, et ce qui restait dans la sphère supérieure s'écoulait rapidement. Lama Lotsawa se voûtait un peu, sa peau se décolorant à mesure qu'il devenait vieux et fragile. En passant son doigt sur les derniers titres, il tapa sur tous les livres, laissant des étagères entièrement vides, à l'exception du tout dernier, Vie et sagesse de Lama Lotsawa. Alors qu'il le regarda, le livre s'envola vers la table de salle à manger, se transforma en 4 exemplaires et se posant ouverts devant chacune d'elles. Désormais tout flétri, il se retourna, les regarda directement avec une tristesse insupportable. Alors que ses yeux fixaient de nouveau les leurs, chacune des femmes ressentit son chagrin avec le même niveau d'intensité qu'elles avaient ressenti un peu plus tôt, son amour et son acceptation. C'était un sentiment déchirant, un sentiment puissant de perte de chance, d'une vie précieuse qui ne pourra jamais être revécue, d'un terrible gâchis. Les livres qui restaient derrière lui s'étaient métamorphosés en or pur, mais au lieu d'une succession d'étagères remplies d'or, il n'y avait que relativement peu d'ouvrages radieux et beaucoup d'espace vide entre eux. Le sable restant dans le sablier s'était presque entièrement écoulé. Le lama se retourna pour partir et à cet instant, il se désintégra complètement, se transformant en squelette devant leurs yeux, marchant jusqu'au sablier. Tous deux s'effondrant en poussière avant que celle-ci ne disparaisse aussi. Les filles se tournèrent les unes vers les autres, secouées. Ce qu'elles virent les bouleversa encore plus. Chacune d'entre elles était devenue une femme très âgée, aux joues creuses, aux cheveux blancs et au corps cadavérique. « Je n'arrive pas à y croire, s'écria Fi. « Nous devons faire quelque chose, rétorqua Inès avec fougue. Elles regardèrent chacune leur exemplaire du livre, ouvert à un chapitre particulier. Il s'intitulait « Fugacité et mort ». Demain, nous discuterons de ce chapitre. Jenny était formelle. Le lendemain, toutes les 4 étudièrent le chapitre en question avec un zèle inédit. Michel le lut au saut du lit. Au travail, Fi ferma la porte de son bureau, expliquant à ses collègues qu'elle attaquait les revues littéraires urgentes. Inès sauta une répétition de son groupe de musique de chambre pour trouver le temps de le lire. Jenny, qui avait déjà lu le chapitre, le relut. Elle avait bien sûr échangé des messages au sujet du rêve de leur réveil, dès le réveil. Non pas qu'elles en avaient eu besoin, elles savaient déjà qu'il s'agissait d'une expérience partagée, la plus puissante de leur vie. Elles se préparèrent pour leur prochaine réunion, plus impatientes que jamais. Michel était chez Fi 5 minutes avant l'heure prévue. Quand Fi apparut, elle sortit de la voiture, elles se serrèrent dans les bras, ce qui n'avait rien d'inhabituel, mais tout ce qui se passait n'avait rien d'habituel. Elles arrivèrent au Katmandou quelques minutes avant que le repas ne soit prêt. Au lieu d'attendre dans la voiture pendant que Fi allait chercher la nourriture, Michel la rejoignit afin de continuer leur conversation, tandis que Fi payait leur repas au comptoir. Michel, à côté d'elle, jeta un coup d'œil au tableau des petites annonces, repérant un paquet de prospectus parlant d'un lama qui viendrait en visite ici 2 semaines plus tard. Elle montra le prospectus à Fi lorsque Mme Tanza surgit de la cuisine à l'arrière, les prenant toutes les 2 dans les bras et en faisant des tonnes. Quand elle vit la brochure que Michel tenait dans les mains, elle en fut très excitée et continua à toucher son cœur. Elles comprirent que le lama, Doringpa Rinpoché, était son mentor à elle. Elles repartirent quelques minutes plus tard avec des repas accompagnés de chips, de crevettes gratuites et un exemplaire du prospectus.
Bon, je suis désolée, mais parfois j'ai un peu de mal à lire parce que comme les pages elles sont un peu courbées forcément, puisque ce sont des photos de livres, enfin des photocopies de livres, parfois ça peut être un peu blanc, l'écriture un peu blanche à l'écran de PC, et du coup ça c'est un peu compliqué parfois. Qu'est-ce que c'était que tout ça demanda Michel quand elles se retrouvèrent toujours toutes assises autour de la table de la salle à manger de Jenny, le repas servi, le vin versé. Leurs yeux brillaient avec cette expérience extraordinaire et elles n'avaient jamais ressenti une telle intimité ou une telle impatience. Ouais, mais ça va, t'inquiète, Caro. L'une d'entre elles vous a aussi pensé que c'était... commença Inès. Lama Lotsawa, suggéra Jenny. Rien à voir avec la photo de couverture, observa Fille, mais je savais que c'était lui. Les autres hochèrent de la tête, de toute évidence, elle l'avait su aussi. La question que je me suis posée aujourd'hui, dit Michel, c'est pourquoi? Pourquoi Lama Lotsawa? Pourquoi hier soir? Pourquoi n'avons-nous pas fait le même rêve il y a des années en lisant certains de ces livres bouddhistes? Fille répondit sans ménagement. Peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas besoin du coup de coups de pied aux fesses dont on a besoin maintenant. Nous avons peut-être un lien avec lui que nous n'avons pas eu avec les autres, lança Jenny. Les autres la regardèrent attentivement. Ça va vous paraître vraiment nul, avoua Fille, mais je n'avais pas lu le livre avant d'aller me coucher hier soir. J'avais seulement survolé les photos. Je pensais que c'était moi. Michel fixa la table avant de jeter un coup d'œil à Fille. Hier soir, après le dîner, j'étais pleine de bonnes intentions. Un bachotage de dernière minute, comme dit Glenn. Mais j'ai fini par regarder les photos, une en particulier. Les 3 moines, répondirent les autres en chœur, échangeant un regard entendu. Après quelques instants, Jenny dit « Je viens juste de sentir un frisson traverser ma colonne vertébrale. » D'après leur regard à toutes, il était clair qu'elles avaient vécu la même expérience. « Alors, Jenny, essayez de rester calme au milieu de ces révélations constantes. Nous avons toutes été vivement touchés par la photo. Je l'ai montrée à Glenn, dit Michel. Et moi, Mike. Fille inclina la tête en direction de sa maison. Le pathos. Inès avait les yeux remplis de larmes en résumant leurs sentiments envers les 3 garçons et leurs chiens. La situation au sol, à côté d'elle, contrastait avec tout cela. Barry, le Golden Retriever, avait depuis longtemps avalé jusqu'à la dernière chips aux croquettes. Et cette image persévéra Jenny naquit le rêve. Et le message dans le rêve, dit Fille. Je pense que Lama Lotsawa est toujours en vie. Michel se tourna vers Fille, figure d'autorité pour toutes les questions liées aux auteurs. Je me demandais exactement la même chose, expliqua Fille. Il n'est pas dit dans le livre qu'il est mort, dit Inès en touchant son exemplaire. Le livre a été publié il y a 7 ans, dit Fille. Il était déjà bien vieux à ce moment-là. J'ai fait quelques recherches sur Internet aujourd'hui, mais je n'ai rien trouvé. Je voulais savoir s'il était toujours vivant et quelques liens nous pourrions avoir avec lui. Il y eut une longue pause avant que Jenny ne dise. Son message était sans équivoque. Les autres murmuraient leur accord, à peu de choses près, le même que dans ce chapitre, ajouta Michel. Le chapitre qui leur avait demandé à toutes des efforts de lecture exceptionnels citait les enseignements de Lama Lotsawa sur la fugacité
et la mort, comme notre tendance habituelle et humaine nous pousse à éviter de penser notre propre mortalité, à imaginer que notre mort est perpétuellement quelque part, au-delà, à l'horizon. Même secoué par la mort d'un être cher ou frôlé d'une maladie redoutable, au bout d'un certain temps, nous revenons à notre fatuité ordinaire. Lama Lotsawa soulignait que cet évitement était tout simplement tragique, qu'il y avait une bonne raison pour que Bouddha ait toujours dit que la visualisation de notre propre mort était la plus grande des méditations. Parce que lorsque nous ne reculons pas devant la réalité que la mort est certaine et que le moment où elle survient est incertain, lorsque nous essayons d'imaginer avec le plus de détails possible la vérité selon laquelle nous pourrions mourir maintenant, aujourd'hui, c'est à cet instant que nous prenons conscience de la vraie valeur de la vie. Nous comprenons alors à quel point elle est limitée et précieuse. Et en reconnaissant la fragilité de notre emprise sur cette expérience précaire et en constante évolution, nous sommes encouragés à en tirer le meilleur parti, à donner la priorité en ce qui est important, à nous concentrer sur les personnes et les activités qui ont un sens pour nous et de ne pas perdre notre temps à faire des choses simplement par habitude ou pour répondre aux attentes des autres. Les filles discutèrent du chapitre pendant le dîner. À quel point il avait été difficile à lire, à quel point il avait remis en cause leur point de vue. Elles firent référence à d'autres livres lus au club de lecture. Ce fut Jenny qui résuma leurs sentiments. Plus que tout, dit-elle, tripotant le pied de son verre à vin, ce qui s'est passé a été le plus puissant des réveils. Bon, attendez, je bois un coup parce que... Les autres murmurèrent en signe d'approbation. Tu te souviens, la dernière fois, tu as dit que nous étions si sérieuses quand on a commencé le club. Phi se tourna vers Inès. Après le rêve, on ne peut s'empêcher de penser combien cela a été plus utile si nous avions lu des centaines de livres écrits par de sages professeurs au lieu de resserrements policiers ou sentimentaux. Au moins, nous ne sommes pas encore mortes, répondit Jenny. Pas comme à la fin du rêve, dit Michel. Un frisson la traversa. C'était le but, n'est-ce pas, lança Inès, pour nous mettre sur la bonne voie. Les autres hochèrent la tête. Alors, nous continuons à lire Vie et sagesse de Lama Lotsawa, proposa Jenny. Et je vais enquêter sur l'auteur et cette photo, annonça Phi. Voir si je peux en savoir plus sur les 3 moines. À la fin de la soirée, elles se mirent également d'accord sur un autre point. Elles assisteraient à la conférence publique donnée par le lama en visite, prévue 15 jours plus tard. Elle devait se tenir dans la grande salle d'une école, à seulement 20 minutes en voiture. Après tout ce qui s'était passé, c'était une décision facile à prendre. 2 semaines plus tard, sur le chemin de la conférence, Phi les tint au courant de ses recherches. Elles étaient toutes les 4 dans la voiture de Michel et se dirigeaient vers le nord. Phi avait trouvé une adresse e-mail pour contacter l'auteur de La vie et sagesse de Lama Lotsawa. Elle avait expliqué à quel point ce livre avait compté pour les membres de son club de lecture poser des questions sur Lama Lotsawa. Était-il encore vivant? Et si oui, où habitait-il? Elle avait également écrit qu'une photographie en particulier avait profondément marqué les membres de son club. Elle avait demandé s'ils savaient, quoi qu'il soit, sur des moines novices sur le cliché, et s'ils avaient réussi ou non à fuir vers la liberté. L'auteur avait répondu quelques jours après. Oui, disait-il, Lama Lotsawa est encore en vie à l'âge de 91 ans, maître vénéré dans un monastère de Ladakh en Inde.
Et bien qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu des garçons, il expliquait qu'il avait inclus la photo dans le livre à la demande expresse du lama. Ce dernier avait espéré qu'en diffusant cette image dans le monde, de nouveaux liens seraient possibles. Lama Lotsawa avait lui-même voulu savoir ce qu'ils étaient devenus. Ils avaient été ses élèves dans le Tibet autrefois. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes à leur arrivée dans la grande salle. Phi les conduisit jusqu'à la dernière rangée de chaises, mais Inès s'y opposa. « Vous n'avez pas idée comme c'est décourageant d'apparaître devant un public et de constater qu'ils sont tous assis loin de vous, » sermonna-t-elle. Elles la suivirent docilement jusqu'au premier rang. D'autres personnes s'installèrent alors que l'horloge approchait des 18 heures. Il n'y avait pas plus d'une trentaine lorsque la porte s'ouvrit sur le côté de la pièce et une poignée de Tibétains, parmi lesquels Madame Tanzin, en une tenue formelle, un grand collier parsemé de turquoise, lui donna une apparence presque royale. Ils s'assirent sur la place réservée à côté des filles, avant que l'orateur n'apparaisse. Quand il fit son entrée, ce fut comme si une lumière s'était allumée dans la pièce. Doringpa Rinpoché avait un halo autour de lui, et même une malice qui les surprit. Elle s'était attendue à de la piété, à de la dévotion, mais alors qu'il portait ses paumes serrées, l'une contre l'autre, à son cœur, et en s'inclinant devant le groupe, il leur sourit avec amusement, comme s'il partageait une plaisanterie avec des gens qu'il connaissait déjà. Les filles échangèrent des regards. Un sentiment de légèreté et de joie imprégna la conférence de 20 minutes autour de la bonté aimante. Très vite, il raconta que son propre gourou, racine de bonté, était Lama Lotsawa. Après ça, les filles eurent le plus grand mal à prêter attention au discours de ce soir-là, tant leur esprit était submergé de pensées, des pensées telles que se passe-t-il avec ces liens bizarres? La façon dont elles avaient toutes été attirées par la même photo dans le livre, le fait qu'elles avaient toutes été impliquées dans le même rêve lucide, ou qu'elles avaient trouvé un processus pour la conférence de ce soir dans leur restaurant local par un maître qui était aussi l'élève de Lama Lotsawa, comme par hasard. À la fin de la conférence, les filles restèrent en retrait pendant que quelques autres spectateurs allaient parler brièvement à l'invité. Puis, ils s'approchèrent ensemble de lui et après avoir échangé des salutations et des remerciements, Phi sortit un exemplaire de la vie et sagesse de Lama Lotsawa. « Nous avons étudié ce livre, dit-elle. Très bien. » Il hocha la tête en signe de reconnaissance, et cette lumière malicieuse, et même un peu expiègle, dansait dans ses yeux lorsqu'il les regarda une par une. Nous avons toutes été fortement émus quand nous avons vu cette photo. Elle ouvrit le livre à la page en question et lui tendit pour qu'il l'examine. Il jeta un coup d'œil vers elle. « Oui, oui, oui. Nous nous sommes dit que peut-être, puisque votre maître est Lama Lotsawa, vous pourriez nous dire quelque chose sur ces garçons. Au Tibet, je les connaissais très bien. » Il hocha la tête. « C'était il y a bien longtemps. »« Vous les connaissiez ?» s'exclama Inès. « Nous vivions dans le même village, dit Rinpoché. Les deux plus âgés étaient mes cousins, ma famille. » Madame Tanzin s'approcha du groupe et les interrompit, déclarant quelque chose au lama en tibétain. Il sembla d'accord avec ce qu'elle suggérait. « Nous allons dîner dans ce restaurant, oui ?» On les installa à une table dans la véranda couverte à l'arrière. Les filles furent surprises de découvrir qu'il n'y avait qu'elles, et bien évidemment Dorengpa Rinpoché,
autour d'une table. D'autres personnes qui avaient assisté à la conférence, y compris les Tibétains, étaient assises à une autre table tout près, tandis que Mme Tanzin faisait le lien avec la cuisine. Ce fut Michel, toujours la plus franche des quatre, qui voulut mettre les choses au clair. Il y a quelques semaines, nous avons fait le même rêve toutes les quatre, et nous pensons qu'il y avait le lama Lotsawa. Nous avons eu l'impression que le rêve avait été déclenché, on ne sait pas comment, par la photo des trois garçons. Rinpoché tendit la main pour saisir quelques instants celle de Jenny et de Phi, assises de part et d'autre de lui. « Vous voulez vraiment savoir pour les garçons ?» demanda-t-il. « Leurs vêtements, sur cette photo » s'exclama Inès. « Ils n'avaient pas pu traverser l'Himalaya en robe et en sandales. Et le petit chien, ajouta Jenny. Ça m'a brisé le cœur de penser ce qui a pu arriver. » Depuis 1951, les Chinois essayaient de s'emparer du Tibet, commença Rinpoché, une expression sérieuse sur le visage. L'armée rouge occupait déjà certaines zones du pays. Quand les soldats ont commencé à se diriger vers Lhasa, la capitale, nous n'étions pas étonnés. Pour les garçons et pour moi, notre maison était Sera. Sera demanda Jenny. Le monastère de Sera, un des 3 grands monastères que Luc. Ma maison est à Sera. Jenny regarda autour de la table. Rue Sera. Rinpoché n'eut pas l'air surpris par cette apparente coïncidence. Nous étions tous suffisamment jeunes, continua-t-il, pour qu'au moment de fuir, nous ayons encore le sens de l'aventure. Nous avions hâte de nous rendre dans un nouvel endroit. Nous avions plein d'idées sur un monde merveilleux qu'on trouvait de l'autre côté des montagnes. Il regarda Jenny. Vous serez heureuse d'apprendre qu'ils n'ont pas emmené Dorje, le chien, avec eux. Il est resté dans une famille du village et a eu une longue vie heureuse. Elle sourit, son expression s'assombrit alors que son regard rencontrait celui d'Inès. Mais vous avez raison au sujet des garçons. Leurs vêtements n'étaient pas du tout adaptés. Ils n'avaient rien à manger. Et ils n'auraient pas tenu une semaine dans les montagnes. Mais ils n'y sont jamais allés aussi loin. Le lendemain de la prise de cette photo, les premières troupes de l'armée rouge sont arrivées à Lhasa. Ils ont tous les 4 été fusillés. Les filles s'effondrèrent sur leurs chaises. Ce lien que chacune d'entre elles avait ressenti avec les moines donna à la nouvelle une dimension inexplicable personnelle. Ce fut Michel qui se remit la première suffisamment pour dire « 4, vous aviez dit 4 garçons, mais il n'y en avait que 3. » Plus celui derrière l'appareil photo, un garçon appelé Jampa, dit-il. Fille semblait confuse. S'ils ont été tués en 1959, Lama Lotsawa a dû en entendre parler, non? Bien sûr. Dorin Japa Rinpoché hocha la tête. L'auteur de ce livre. Elle le sortit de son sac à la main et l'ouvrit pour lui à la page appropriée. A dit qu'il avait inclus la photo à la demande du lama parce qu'il voulait savoir ce qui leur était arrivé. Il le voulait, répondit le moine, il le veut. Les 4 femmes avaient l'air perplexes. Et bientôt, je pourrais lui dire. Puis il ajouta, alors qu'il observait leur expression confuse, « Laissez-moi vous en dire un peu plus à propos de cela. » Il désigna l'un des plus grands garçons, mon cousin. Une fois qu'il serait libre, il voulait tout donner pour les choses étonnantes qu'il avait vues un jour dans un film sur l'Occident. Il aimait particulièrement les belles maisons, les belles voitures. Il sourit à Michel. Merveilleux style de vie.
Il regarda Phi, avait toujours le nez dans un livre. Il aimait étudier. Il voulait passer plus de temps en compagnie de livres et de gens instruits. Baldun aussi était mon cousin. Le petit Tinley, le chouchou du village, aimait chanter et danser. Très grand sens de la musique. Inès porta les mains sur son cœur tandis qu'elle fixait la photo poignante du petit enfant vêtu de lambeaux à l'expression affectueuse, la laisse en ficelle à la main. Celui derrière l'appareil photo, Champa, il regarda Jenny. Il voulait aussi être sur la photo, mais les garçons ne pouvaient emprunter l'appareil photo que pour une seule photo. C'était très précieux. La pellicule était si chère, ils ne pouvaient pas tous être sur la photo. Et Champa était toujours aimé, dévoué, il pensait aux autres. Alors il a proposé de prendre la photo et de ne pas être dessus. À cet instant, les liens ne pouvaient être plus flagrants. Les yeux se remplirent de larmes et ils pleurèrent en silence, comprenant la vérité de leur lien profond avec les garçons sur la photo entre elles, avec Lama, le Tsawa et Rinpoché. Aucun des événements de ces dernières semaines n'avait été une coïncidence. Ce ne fut qu'à ce moment-là qu'elles commencèrent à reconnaître les liens puissants avec leur vie antérieure et qui les avaient entourées toute leur vie et auxquelles elles avaient été si inconscientes. Lama le Tsawa est venu nous ramener sur le droit chemin, dit Jenny d'une voix brisée. Rinpoché lui serra brièvement la main. Notre gourou Racine, Lama Lotsawa, attend depuis des dizaines d'années et veut avoir de vos nouvelles directement. Vous savez, il y en a beaucoup en Occident nés en 1959 et dans les années suivantes, qui a un lien avec le Tibet, tout comme vous. Puis, tandis qu'il les observait et essuyait leurs yeux baignés de larmes, il ajouta « Mais un être éclairé, aussi puissant soit-il, ne put surgir de nulle part. Quelque chose doit venir du côté de l'élève, de votre côté. Il fallait que vous tendiez la main. » « Comme en achetant le livre ?» demanda Phi. « Oui. »« Eh bien, nous voulons reprendre contact, confirma-t-elle. »« Nous avons perdu assez de temps, déclara Michel. Ce qui est important, c'est de tirer le meilleur parti des occasions ici et maintenant. » Ils exultaient. « Vous quatre, vous avez un lien très spécial. » Nous plaisantons toujours en disant que nous n'avons rien en commun. L'émotion déformait la bouche d'Inès en parlant. Ce fut au tour de Rinpoché de rire. Vous avez tout en commun, en particulier le Bouddha, ses enseignements et vos camarades de classe spéciaux, Bouddha, Dharma et Sawa. Vous avez senti le lien du corps, n'est-ce pas? Pas du corps, du cœur, excusez-moi. Elles firent oui de la tête et Mme Tanzin revient à cet instant avec des assiettes remplies de raviolis. C'est ma mère. Rinpoché enroula son bras autour de sa taille. Madame Tanzin laissa échapper Phi. Caleçon et Baldun étaient si nerveux, étaient ses neveux, poursuivit-il. Tinley et Champa étaient de bons amis au village. Elle a connu chacun d'entre nous dans votre vie précédente. Elle les désigna une par une, d'un geste circulaire au doigt. Alors que Phi échangeait un sourire larmoyant avec la mère de Rinpoché, elle n'eut pu s'empêcher de se sentir mal en repensant à la toute première fois où elle s'était plainte que Mme Tanzin en faisait des tonnes avec elle. Elle est ce que vous appelez en français clairvoyante, dit Rinpoché. Phi ne savait pas comment réagir. C'est à ce moment-là que la vieille dame tibétaine s'approcha d'Inès. Attendez, parce que j'ai raté la page. Et elle les embrassa chaleureusement.
Elles avaient su qui elle était, même quand elle ne le savait pas d'elle-même, ce qui expliquait pourquoi son plaisir de les voir toujours avait été aussi sincère. Je dois passer du temps avec les autres invités. Rinpoché s'excusa, se leva et se dirigea vers l'une des autres tables. Puis il sourit à Jenny et lui dit « Caressez George de ma part. Voulez dire mon chien Barry et Dorge, revenez nous voir. Merveilleux, meilleur plat de tout l'Occident. » Douça-t-il en frottant le ventre avant de s'éloigner. Si nous avons vraiment beaucoup de chance, cela arrive une ou deux fois dans une vie. Un livre tombe dans nos mains portant exactement le bon message au moment même où nous avons le besoin de l'entendre. Un message qui nous aide à trouver le courage de faire les changements nécessaires pour nous épanouir. Un aperçu qui nous aide à dépasser une manière d'être qui ne nous est plus bénéfique. Une révélation qui nous ouvre les yeux sur une réalité bien différente que nous n'aurions jamais imaginée, mais qui était pourtant là depuis le début, dans les personnes et les lieux qui nous entourent et les liens que nous ressentons dans notre cœur. Et voilà mes petits chats. La séance de lecture est terminée. Bon, elle a été un peu plus longue parce qu'il y avait quand même pas mal de pages. Avec plaisir, Caro. Plaisir partagé. Attendez.